Ok, C'est bon, ça nous a annoncé que ça a enregistré. c'est bon. Et du coup, je partage tout de suite pour voir. Hop. Ok. Bon, il est 30, on va pouvoir démarrer. Bonjour. Hop, ouais, il y a déjà pas mal de monde. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce 30 minutes avec, ce nouveau 30 minutes avec. Je me présente, moi je suis Marie Baduel, je suis à la fois orthophoniste, neuropsychologue et ingénieure pédagogique chez Octopus Formation. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Céline Clément et Jennifer Hilg qui vont nous présenter le nouveau programme AASPI. Je vous laisse la main. Donc, comme d'habitude, pour nos 30 minutes, avec 30 minutes de présentation, vous pouvez déjà, pendant la présentation, commencer à noter vos questions dans le fil de discussion que vous avez notamment en dessous. Et on les reprendra à la fin. Je vous laisse démarrer. Allez-y. J'y vais, Jennifer, c'est ça? Vas-y. C'est vrai qu'on savait pas laquelle démarre complètement. La première diapo. Donc, bonjour à tous et toutes, merci d'être là aujourd'hui. On est ravis avec Jennifer Hill de pouvoir vous faire ces 30 minutes avec sur le programme AASPI, qui est un programme que je vais rendre à César ce qui est à César. C'est Jennifer qui, ces dernières années, a vraiment réfléchi à ce programme. Et bon, voilà, en quelques mots, présenter un petit peu des éléments qui positionnent le programme AASPI dans le paysage des programmes aux habiletés parentales. Et Jennifer le fera par la suite et elle vous présentera certains éléments plus précis sur le programme, les contenus et un peu l'esprit dans lequel on l'a conçu. Donc, le programme s'adresse à des parents d'ados autistes sans déficience intellectuelle. Et il y a moins de recherches qui sont faites finalement autour de ces parents d'ados sans DI. Mais il y en a une qui nous avait interpellés, alors qui porte sur des parents d'enfants sans déficience intellectuelle, autistes sans déficience intellectuelle en Suède, et qui montrait que les parents consacraient environ 1 000 heures par an en plus à l'éducation et aux soins de leur enfant par rapport à un enfant au développement neurotypique. Ces 1 000 heures, c'est très vite vu, hein, c'est 2 à 3 heures par jour en fait. C'est le déplacement pour aller chez l'orthophoniste, le temps passé pour la réalisation des devoirs, toutes ces choses qui s'accumulent et qui semblent finalement moins perçues à la base par les parents et éventuellement aussi par les professionnels. Ce dont on s'était rendu compte aussi avec Jennifer, mais elle vous en parlera plus tard, c'est aussi que quand on a fait des travaux, des groupes avec par exemple le programme ABC qui est pour des parents d'enfants plus petits, les parents d'ados se retrouvaient peu et le programme n'était pas fait pour eux. Donc, il semble dès le départ que finalement, il y a des éléments qui sont à prendre en considération, peut-être pas assez travaillés par la recherche. Et donc, le programme ASPI va se positionner dans les interventions auprès des parents. Alors, c'est important de vous dire que pour nous, il n'y a pas une intervention qui est meilleure qu'une autre. Il y a une intervention qui va sans doute être plus adaptée à un moment donné de la vie du parcours du parent, du parcours de l'enfant qui devient ado puis jeune adulte, et qu'elles vont répondre ces interventions à des besoins différents des familles. Donc, pour nous, ce programme s'inscrit vraiment dans l'ensemble du panel des interventions auprès des familles. Donc, on a toujours les dispositifs de soutien psychologique et social. Alors, ça peut aller du café parent, mais aussi aux psychothérapies, aux soins pour le parent lui-même quand il en a besoin. Il reste les dispositifs d'information, par exemple, que vont faire les centres ressources autisme, voire certains programmes qui sont plus des programmes qui présentent finalement les ressources pour les parents, ce qui semble évidemment indispensable. On a la question de la guidance parentale. Alors, pour celles et ceux qui nous ont déjà entendu parler, je dis souvent la guidance parentale, c'est plutôt ici vu sous la transmission de techniques qu'on va faire par exemple dans les visites à domicile, où on va montrer vraiment aux parents en étant auprès de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, il y a tout un certain nombre
voilà, de programmes, d'interventions qui sont faites autour de la guidance parentale. Et puis, ces 15 dernières années, on a eu les interventions qui sont plus ciblées vraiment sur les habiletés parentales, avec deux formes un peu comme ça qu'on retrouve dans la littérature. De la formation qui est dite indirecte, c'est-à-dire qu'on forme les parents, mais l'objectif, c'est en premier lieu le développement des compétences de l'enfant. Je pense par exemple à la PACT ou au Denver ou au modèle de co-thérapeute de l'ABA, où on forme les parents, mais l'objectif premier, c'est le développement de l'enfant, c'est les compétences psychosociales de l'enfant. Tandis qu'on a des programmes où on cible les compétences parentales pour elles-mêmes, où ce qu'on va viser, c'est l'amélioration du sentiment de compétence parentale, euh, le stress, la dépression. Les premiers programmes ont été vraiment faits pour ça. Et évidemment, on s'attend à un effet indirect sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent. Donc en fait, notre positionnement ici va être plutôt sur la formation des parents, mais pour le développement de compétences parentales. Donc le programme ASPI, vous le retrouvez comme le programme ABC par exemple, qu'on propose aussi, euh, tout à la droite de ce schéma. Je vais prendre la suite. C'est vrai que là, ça va être important d'avoir en tête qu'on est vraiment sur une intervention qui va cibler les compétences parentales, hein, et qui vise pas à faire du parent un co-thérapeute. Euh, si je reprends un petit peu le panel qui existe aujourd'hui en termes d'offres de programmes pour les parents, hein, ces 15 dernières années, il y a quand même eu un foisonnement à ce niveau-là. Donc, c'est assez intéressant. Donc, Céline, tu as mentionné l'ABC, voilà, qu'on connaît bien. Il y a d'autres programmes qui existent. Et par contre, ce qu'on a pu constater effectivement, hein, c'est que généralement, ils s'adressent toujours aux parents qui ont des enfants âgés jusqu'à 10 ans, généralement jusqu'à 10, 11 ans. C'est pas du tout spécifique à une période adolescente. Et voilà, Céline, tu expliquais que ça fait un moment qu'on réfléchit à cette question parce que suite au développement du programme ABC, on a eu justement des demandes de parents qui ont souhaité pouvoir avoir accès à ce type d'intervention, hein, mais qui avaient des ados. Donc pour nous, c'était un peu une suite logique de pouvoir y penser. Alors, pourquoi est-ce que ça va être important, tout particulièrement à la période adolescente, hein. Euh, Dans les retours que les parents ont pu faire, justement, lorsqu'ils nous ont un peu questionnés sur l'existence d'interventions de ce type, on avait des parents qui exprimaient le fait que, ben oui, leur enfant, il change du fait de l'adolescence, et que tout ce qu'ils mettaient en place jusqu'à présent n'était plus aussi aidant que ça pouvait l'être. Et ils se sentaient assez démunis par rapport à ça. Ça, c'est plus des retours cliniques, hein. Et puis après, on voit dans la littérature que c'est une période de vie où les jeunes vont être un peu plus vulnérables. Ils vont être plus souvent victimes de rejet et d'intimidation, malheureusement, hein. Ils vont vivre davantage de souffrances psychologiques, donc avec des symptômes anxieux, dépressifs, et une estime de soi qui peut s'affaiblir avec le temps, étant donné les défis qu'ils rencontrent, hein. C'est vraiment une période où les jeunes vont expliquer qu'ils vont plus remarquer les différences euh, par rapport aux autres jeunes de leur âge. Et c'est lié directement aux difficultés, hein, de l'autisme. Donc, à titre d'exemple, hein, quand on voit les cours de récréation entre le primaire et par exemple le collège ou le lycée, l'ambiance est vraiment différente, hein. On a le premier cas à l'école primaire des enfants qui vont jouer ensemble, courir, interagir vraiment par le jeu beaucoup. Et c'est vrai que à l'adolescence, quand on voit les cours de collège et de lycée, on voit un peu les groupes. On voit que c'est plus l'échange, la discussion, c'est les nuances sociales qui vont être très importantes. Donc, on a vraiment une période où le jeune va particulièrement être en difficulté. Et donc les parents, ce qui a été constaté, c'est que quel que soit l'âge et le niveau cognitif de l'enfant, ils sont démunis.
Mm. Donc, parce qu'on pourrait se dire, ah, peut-être que les parents qui ont un jeune qui a de l'autisme sans trouble du développement intellectuel vivent moins de stress que peut-être des jeunes qui ont un trouble du développement intellectuel associé. Or, il y a des études qui montrent que ce n'est pas le cas. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une demande des familles de pouvoir essayer de voir, OK, ben là, mon enfant est ado. Qu'est-ce que je fais? Euh, tout ce que j'avais déjà mis en place, comme dit, n'est plus si aidant que ça. Et du coup, on me demande aussi de lâcher davantage prise. Donc, comment je fais ça? C'est vraiment des retours cliniques qu'on a pu avoir. C'est pour ça hein, que ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on réfléchit à ASPI, donc accompagner mon ado, alors avec de l'autisme ou accompagner mon ado autiste. Ça, alors on préfère maintenant pouvoir dire accompagner mon ado autiste dans ses particularités et vers l'indépendance, hein. Donc c'est un projet de longue haleine qui a d'abord euh, a permis un peu de décoller grâce à une bourse de la Fondation de France. Je rigole un peu parce que je vois que c'est Déclic Jeune. J'étais jeune, j'avais moins de 30 ans, ce n'est plus le cas, largement plus, donc ça montre à quel point le projet est long. Et après, vraiment, il a pris toute son ampleur au sein de l'Université Strasbourg, grâce à Connectus notamment, qui a permis d'avancer sur ce projet. Pour pouvoir le développer, ce programme, hein, on est vraiment parti sur deux axes. À la fois faire un point évidemment sur la littérature, qu'est-ce qui existe déjà par ailleurs, hein, est-ce qu'il y a déjà des programmes parentaux pour les parents d'ados autistes qui existent, qui ont été évalués. On a aussi fait par contre des entretiens pour un peu identifier voilà, les besoins que pourraient avoir les parents. Donc on a fait des entretiens à la fois auprès de parents d'ados, mais aussi de parents d'adultes autistes parce que on souhaitait avoir aussi un regard peut-être avec un certain recul. Donc voir un petit peu, ben, maintenant que cette période est passée, qu'est-ce que les parents qui ont désormais un enfant adulte peuvent dire? Qu'est-ce qui les aurait aidés finalement? On a aussi fait des entretiens avec des personnes autistes adultes et des ados. Donc là, dans la même dynamique qui était de savoir, ben, les personnes, quand elles sont adolescentes, dans la période adolescente, ça peut être plus compliqué de dire qu'est-ce qui m'aide là sur le moment, tandis que justement, maintenant, on peut avoir les retours avec plus de recul des personnes autistes adultes. Donc voilà, avec tout ça, on a en gros fait un petit shaker et on a essayé de développer le programme ASPI. Euh, C'était d'autant plus intéressant que on a été très étonnés en fait de voir qu'au niveau international, on n'a pas trouvé tant que ça de programmes parentaux pour cette tranche de vie. Donc là, il y a deux exemples, mais on n'en a pas vraiment trouvé plus. Donc un programme parental issu de Triple P, en fait une adaptation hein, pour la période adolescente, et un autre programme venant d'Australie mais qui n'a pas continué, en fait, qui s'est un petit peu arrêté, il semblerait. Donc c'est vrai qu'on partait de... Il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Euh, Quand on a développé ASPI, c'est vrai qu'on l'a développé avec plusieurs éléments en tête. Donc c'est un programme qui cible les parents d'ados 12-17 ans qui sont autistes sans déficience intellectuelle, comme j'ai pu le dire au préalable, parce que les besoins et les contextes souvent de vie ne sont pas les mêmes, hein. C'est une intervention qui a de base été pensée pour un groupe, pour le soutien social, mais qui peut aussi être envisagée en individuel. Et la particularité de ce programme-là, c'est qu'il fonctionne avec des carnets. Vous avez le carnet du parent. Donc, en fin de compte, c'est un peu le, le- le guide que le parent peut avoir pour faire des exercices, pour mettre en place des choses au domicile. Et vous avez l'ado, en fait, qui a le choix de participer ou non à l'intervention, pas en présentiel, c'est-à-dire il ne participe pas au groupe même, mais par contre, en fait, il peut remplir un carnet de l'ado. Par contre, c'est un choix. Ça, c'est très, très important
Notre souhait était vraiment, bah, à cette période de vie, on veut rendre l'enfant, l'ado, acteur de sa vie. Donc, il faut qu'il puisse choisir pour lui. Donc, le carnet de l'ado, c'est une possibilité qu'il a, ce n'est absolument pas une obligation. Et le carnet de famille, c'est en fait un carnet qui fait du lien, tout simplement. Il n'est pas tangible, c'est plus le lien entre le parent et l'ado, ce qu'ils veulent se partager, que ce soit oralement ou avec les supports qui sont proposés dans le cadre du programme. Voilà, donc c'était important que les ados soient sollicités, mais qu'ils aient le choix qu'ils fassent leur propre choix de participer ou non, hein. Alors, pour vous donner un peu les thèmes de ASPI, donc c'est un programme parental de 10 rencontres, 10 rencontres de 2 heures. Et pareil, hein, on prend le classique des programmes parentaux, donc tous les 15 jours, 2 heures, avec différentes thématiques, mais évidemment, hein, des thématiques à chaque fois qui vont avoir un lien avec les éléments précédents. Donc, dans un premier temps, on a une rencontre sur le parcours familial. Donc, voilà, comment cette famille-là, où est-ce qu'elle en est, comment les manifestations de l'autisme chez l'ado ont évolué, hein, depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence. Donc l'idée, c'est un peu, comme dit, de faire ce point-là. Et puis aussi d'aller après au-delà, de se questionner par rapport à l'identité, en fait, de l'adolescent. Donc là, je vous donne un petit exemple, hein, de ce qu'il peut y avoir dans les carnets. Pour les parents, on va leur poser des questions. Quelle est l'activité favorite de votre jeune? Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qu'il aime le moins, etc. Qu'est-ce qui le rend fier? Et les ados peuvent répondre exactement aux mêmes questions dans le carnet de l'ado. Donc ça peut être tout à fait intéressant pour par la suite bah, créer des échanges entre les deux et voir un peu les réponses des parents et des ados. Donc ça, c'est un exemple d'activité pour cet atelier. Après, les rencontres 2 et 3. La rencontre 2, en tout cas, on est vraiment sur les défis justement à l'adolescence, hein, ce dont on a parlé un peu au préalable, les défis des ados. Et puis, on amène après les parents à observer leur relation avec l'ado. Qu'est-ce que je fais qui l'aide au quotidien, hein? Quelles sont mes actions parentales qui vont être soutenantes pour mon ado? L'ado, lui, peut aussi mentionner dans le carnet de l'ado quelles sont les actions qui m'aident au quotidien, les actions de mes parents qui m'aident. Et ça va être important parce que lors de la rencontre 3, ça va être une rencontre où on travaille sur l'engagement. Donc les parents vont réfléchir à une ou des actions qu'ils vont faire plus souvent parce qu'ils ont remarqué que c'était aidant pour leur ado, parce que leur ado leur a dit que c'était aidant. Et donc, ils vont s'engager à pouvoir le faire plus souvent et ils vont le formaliser, hein, ils vont l'écrire, ils vont le dire aussi aux jeunes en disant, voilà, moi je m'engage, je t'écoute, je vais essayer de faire ça. Donc pour ça, on va utiliser en fait la matrice. Alors, c'est une matrice issue des thérapies d'acceptation et d'engagement qui va être un peu une pierre angulaire de le programme. C'est une manière d'amener les parents à observer leur expérience intérieure et par la suite la transmettre d'ailleurs à leur ado. Mais donc le parent va vraiment réfléchir qu'est-ce qui est important pour moi en tant que parent, quel parent je voudrais être, quelles sont aussi les émotions, les souvenirs, les pensées qui sont difficiles par rapport à mon rôle parental. Et voilà, quelles sont les actions que j'ai tendance à faire? Les actions qui sont plutôt, qui m'approchent de ce que je veux être pour mon ado comme parent, ou les actions qui permettent surtout un peu de diminuer ma souffrance intérieure. Donc voilà, c'est une matrice qu'on va utiliser pour pouvoir régulièrement trier les expériences intérieures des parents. Par la suite, on va être sur des rencontres où on a vraiment des actions encore plus concrètes auprès de l'adolescent. Donc, à la rencontre 4, on parle des émotions. Valider et soutenir mon ado dans ses émotions, hein. Donc là, on entraîne les parents à la validation émotionnelle. Les rencontres 5 et 6 sont assez classiques. Il y a vraiment comment soutenir mon ado dans son autonomie quotidienne ou alors la résolution de problème, hein, comment l'aider à rechercher des solutions. Donc là, l'idée est vraiment, hein, que le parent
Par exemple, ce n'est plus le parent qui va chercher forcément des solutions pour son ado. C'est vraiment l'aider à trouver ses propres solutions. C'est l'aider à voir dans quel domaine il souhaite être plus autonome aussi. Et c'est moins le parent qui va finalement lui dire quoi faire. Donc là, des petits exemples, bon, c'est vraiment des toutes petites choses, mais on demande à l'adolescent, ben voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Dans quel domaine à la maison tu es prêt à prendre plus de responsabilités? Pour tout ce qui est résolution de problèmes, recherche de solutions, on va le travailler aussi entre il y a un problème et les différents membres concernés par ce problème dans la famille vont donner leur point de vue. Donc voilà, ça c'est le point de vue du père, de la mère éventuellement, du jeune, quelles sont les actions qui me dérangent, qu'est-ce que je ressens. Donc on travaille aussi le fait de prendre en compte les différents points de vue, d'être clair dans les demandes. Et dans ce programme, ce qui est important aussi, c'est de savoir que si maintenant le jeune est en refus, alors de participer au programme, mais aussi par rapport à ce que les parents peuvent mettre en place, c'est quelque chose qu'on va travailler avec les parents. Ça n'empêche pas la participation des parents au programme, au contraire, on va faire de ce refus une situation d'apprentissage pour le jeune. Donc là, on a un exemple avec la matrice avec le parent qui reste le parent, qui a un souhait d'accompagner son ado, mais voilà, il a les expériences intérieures, la peur, la colère, des pensées qui peuvent lui dire mais c'est pas possible, il doit m'obéir, il n'a pas le choix. Et donc on voit que on peut avoir des actions des fois qui vont être plutôt d'essayer d'imposer, de punir, de forcer, de menacer, etc. Et puis on va essayer de voir comment au contraire, on peut essayer de garder ce lien avec l'ado, mais par contre d'en faire une situation d'apprentissage. Ok, ben tu as fait un choix. Ton refus est un choix. Donc tu vas essayer de voir ben, comment assumer ce choix-là avec les conséquences qui en découlent, mais sans forcément menace derrière, sans forcément euh, voilà, imposer quoi que ce soit. Donc ça, ce sont des exemples. Puis après, on a d'autres thématiques, hein. Donc, comment soutenir mon ado euh, par rapport à sa vie sociale, amicale, amoureuse? Comment soutenir mon ado dans sa vie scolaire? Euh, on a un temps sur la transition à l'âge adulte, puis un temps de bilan aussi. Donc, à titre d'exemple, pour tout ce qui est social, on va travailler avec les parents sur le fait qu'il y a la vie sociale, il y a la vie amicale, la vie amoureuse, que le jeune peut choisir aussi, s'il le souhaite, de se focaliser plutôt sur un domaine que l'autre. Et dans la vie sociale, s'il ne souhaite absolument pas trop de contact social, on va aussi respecter ça et plutôt réfléchir à un kit de survie sociale, en fin de compte. Un kit de survie qui est, ben voilà, quand on ne veut pas trop de contact avec les gens, qu'est-ce qu'il faut quand même que je maîtrise? Donc il y a aussi les compétences de protection hein, de soi au niveau social. Et puis après, ceux qui veulent par contre être plus sur les aspects amicaux et amoureux, il y a aussi la possibilité, il y a aussi, bah, je vais vous montrer rapidement des petits exercices, hein, des petites choses, voilà. Un petit tableau avec les signes que tu as acceptés ou non par une personne. Donc, c'est des petites choses qu'on peut proposer, que le parent peut proposer par la suite à son ado. Voilà, donc ça c'était des exemples. Je vous ai un peu brossé le tableau. Là actuellement, donc suite au développement de ce programme-là, on avait déjà proposé l'intervention à un groupe ben, d'10 pilotes. Là, il y a un deuxième groupe actuellement aussi qui va se terminer là très bientôt. Et justement, on a développé à partir de ces expériences un manuel d'implantation pour qu'on puisse proposer ben, le programme à d'autres personnes qui souhaitent le mettre en place auprès des familles, hein. Je vous montre quelques retours par rapport aux parents. Alors déjà, première chose, ça c'était par rapport au groupe pilote, hein. Donc vous avez les participants. J'ai eu les retours de 5 participants. Donc c'est ouais, ils ont eu un niveau de satisfaction plutôt bon. Donc ça fait plaisir. En gros, ils comptent réutiliser les choses par la suite et au cas où, ils recommandent le programme à d'autres parents. Donc c'est plutôt encourageant. On a tendance à dire que ça peut, avec les petits résultats qu'on a, c'est une intervention assez prometteuse. Et pour vous détailler encore ça, ça fait un peu
beaucoup d'informations là, mais vous avez justement une question qui a été donnée aux parents sur ben, qu'est-ce que vous avez le plus aimé en participant à ce programme. Et c'est assez intéressant ce qu'ils ont pu dire, hein. Donc, il y a toujours un peu les choses, ben, voilà, on voit quand même obtenir des résultats grâce aux exercices et se sentir plus serein grâce aux échanges, partager les expériences, ça c'est important dans le groupe, hein. Donc, les échanges avec d'autres parents d'adolescents qui permettent de mesurer la similitude avec notre propre situation, hein, donc la prise de recul aussi. Donc, ça c'est assez aussi intéressant. C'est un temps pour prendre un peu de recul, pour réfléchir à son rôle parental. Donc, l'apprentissage de clés. Euh, de même, hein, d'entendre de la part d'autres parents que nos soucis étaient les mêmes, se sentir un seul déculpabilisé, se rendre compte de nos erreurs en écoutant les autres faire les mêmes choses, les techniques, les méthodes efficaces. Donc, découvrir qu'on n'est pas seul. Il y a toujours un peu, ça on le retrouve d'ailleurs dans d'autres programmes d'entraînement aux habiletés parentales, hein, c'est vraiment toujours ça qui revient, c'est l'échange, la similitude dans les expériences de vie. Ça aide beaucoup, d'où des fois le fait que c'est important de faire du groupe, mais aussi d'avoir des personnes qui sont dans des situations assez similaires. Après, ils mettent aussi en avant justement les petits outils, les petites choses. Donc le fait, hein, là on a le dernier retour, la diversité des sujets, le fait que les outils soient personnalisables et utilisables au besoin. Donc le fait de pouvoir amener les choses à son ado, hein. Donc là c'est un petit retour sympathique qui nous a été fait. Par exemple, là, un ado qui a exprimé le besoin d'apprendre à se faire des amis après la séance dédiée, parce que justement il y a eu ces échanges qui ont été faits entre le parent et le jeune. Donc, en fait, c'est un signal très fort, hein, souvent envoyé aux ados. Mes parents participent à cette intervention. Ils regardent ça souvent un petit peu avec distance, mais on a pu constater qu'ils sont souvent à traîner autour quand même, hein. Ils sont souvent derrière la porte. De temps en temps, là, dernièrement, on a eu quelqu'un qui a ouvert la porte pour rajouter une info. Donc, ils sont pas loin. Et on a aussi... Peut-être, ah Pardon. pardon, Jennifer, je peux peut-être, du coup, tu viens de préciser que tu l'as fait en visio, donc ces deux groupes. Et je voudrais rajouter, parce que tu as insisté à raison sur les témoignages qui mettent en avant le groupe. Pour ma part, je l'ai fait en individuel et on peut faire à la fois du groupe et de l'individuel, tu l'as dit, mais quand on fait les deux, et on le sait pour d'autres programmes, l'intérêt du groupe, et on sent quand même aussi, c'est la mise en action, c'est-à-dire que le groupe contribue à l'adhésion au programme, c'est-à-dire au fait, je trouve que les parents reviennent, font les exercices. Finalement, ça a un côté aussi d'engagement, c'est puissant de ce côté-là. C'est pas seulement, je trouve, pour les parents le partage d'expérience, mais aussi pour le professionnel. Je trouve que ça aide à ce que ça avance. En individuel, pour ma part, je trouve que c'est de fait, par nature, on ne fait pas tout à fait la même chose et c'est plus, je trouve qu'on avance de façon plus laborieuse. C'est vrai que le groupe est extrêmement porteur, ça c'est clair, et je le vois particulièrement dans ce programme-là. C'est le cas aussi dans par exemple l'ABC, parce que moi je peux comparer avec l'ABC, mais dans celui-ci, dans ASPI, le temps d'échange est important. C'est vraiment, les parents en fait vont aussi s'entraider mutuellement et effectivement ça allège un petit peu, ça allège aussi un peu la tâche quelque part du professionnel, hein, mais c'est surtout aussi que bah, les familles vont prendre aussi cette place-là de bah, on s'entraide, on se soutient, on essaie de s'encourager aussi pour faire les exercices, etc. Donc c'est vrai que ça c'est très porteur. Ouais. Et alors par contre, c'est ce qu'on a eu comme retour aussi, c'est que ça peut être difficile parce que dans ce programme-là, on amène le parent à réfléchir sur ses pratiques parentales, sur ce qui peut être aidant pour son ado ou pas. Et donc des fois, il peut y avoir une remise en question. Alors cette remise en question se veut tout à fait constructive, hein. Donc là, on a un retour qui est très intéressant, un parent qui explique, hein, qu'il s'attendait à avoir un cours sur le fonctionnement de son enfant
Et quand il a commencé à comprendre qu'il devait aussi changer, voir les choses autrement, à un moment donné, je me souviens bien de ce moment d'ailleurs, il s'est senti un peu voilà, jugé, trahi, parce que en fait, lui, il pensait que serait son ado qui doit changer et pas forcément lui. Or, tout particulièrement à cet âge de vie, bah, justement, c'est un peu toute une dynamique familiale qui va bouger. Donc après, par contre, il exprime bien, j'ai compris la force de la formation en voyant que pour avoir un changement, il me fallait aussi changer. Et c'est vrai que ça, on demande aux parents au cours de ce programme, vous voyez, là, ils s'engagent auprès de l'ado, c'est aussi une manière d'exprimer clairement, je m'engage, je suis aussi prêt. Je ne demande pas que ce soit que toi qui apprennes à faire autrement, c'est aussi moi qui vais tester, apprendre à faire autrement. Voilà. Et le regard sur soi-même, hein, qui a pu être compliqué. On termine donc ces 30 minutes, je crois que je suis pile poil là, avec juste encore une autre petite citation d'un parent que Céline et moi on aime beaucoup. Voilà, moi un grand merci, la force de la psychologie, savoir nous mener d'un point A à un point B, avec parfois des saltos et des loopings dans nos têtes, mais toujours avec le sourire et la confiance. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on souhaite proposer dans les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup. Merci aussi pour le effectivement timing bien parfaitement respecté. Merci pour cette présentation qui était à la fois très claire et puis aussi sur le retour d'expérience. Justement, comme vous avez pu le tester à la fois en groupe et en individuel, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce retour-là. Alors, on a une petite question déjà sur quelqu'un qui se demande où ont lieu ces programmes. alors pour l'instant, en fait, on l'avait juste proposé, vu que c'est une nouvelle intervention. Donc pour l'instant, c'était Céline et moi qui l'avons proposé. Donc Céline en individuel et moi en visio en groupe. Et le but justement, c'est que ça ne soit plus que nous qui la proposions, cette intervention, mais que d'autres professionnels puissent le faire en francophonie. Et donc, bah, c'est pour ça que je crois que je peux dire, voilà, on va proposer la formation au sein d'Octopus. Mm. Oui, effectivement, on va programmer des dates de formation auxquelles vous pourrez venir participer. Euh, Autre question, justement, peut-on tout faire en visio? Bah, moi, j'ai tout fait. Ouais, alors, on a souvent ces échanges avec Jennifer. Moi aussi, je l'ai fait en visio, en individuel. On sait maintenant, hein, on fait des choses qu'on n'aurait pas imaginées d'une telle ampleur avant le Covid. Mais Jennifer a dû, par exemple, tester son programme en plein Covid. Voilà, c'était un peu ça. Euh, il y a cette solution du tout distanciel. On a d'autres programmes parce que on a un peu, on monte d'autres programmes à Strasbourg dans le laboratoire. Il y a l'ABC où il y a aussi on a un programme dans le trouble développemental du langage. Là, tout est possible en fait. On peut faire tout en visio. On pourrait faire tout présentiel. On peut faire aussi un mixte, c'est-à-dire qu'on a un programme pour lesquels il y a 3 séances qui sont en groupe, en présentiel, et le reste des séances est en visio. En fait, le présentiel permet aussi parfois aux parents de se remobiliser selon les programmes, voilà, etc. Après, voilà, le distanciel permet d'avoir des gens qui, de fait, n'auraient pas accès à la formation et qu'on ne pourrait pas rejoindre en présentiel. Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai qu'il y a eu des parents aussi qui ont quand même exprimé le fait que le distanciel puisse être un peu, alors pour certains, un frein, pour d'autres, au contraire, ça les incite à y participer parce que c'est plus simple en termes d'organisation. Mais des retours aussi de parents qui ont dit qu'ils auraient voulu que ça soit en présentiel. Donc, comme l'a dit Céline, en fait, on peut proposer sous les deux formats, voire en mixte, et ça, c'est assez intéressant, au final, de se dire peut-être qu'il y a certaines rencontres qu'on ferait en présentiel pour remobiliser. Mm. Merci. On a une autre question. Avez-vous aussi des programmes pour les étudiants et les jeunes adultes après 18 ans
pour les accompagner sur l'entrée en études supérieures? Je la Non. prends, celle-là. Ouais, je vais la prendre. Alors, moi, je travaille à l'université, donc c'est vrai qu'en plus, pour tout vous dire, ben, vous savez il y a le programme Atypi Friendly qui existe euh, voilà, pour accompagner les étudiants autistes dans l'enseignement supérieur. Là, on n'a pas encore de programme pour les étudiants et les jeunes adultes. Euh, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas avant de programme pour les ados. Finalement, on voit aussi les bénéfices des interventions qui ont été menées depuis 15-20 ans. C'est-à-dire qu'on a des groupes de jeunes qui antérieurement ne seraient pas arrivés au collège ou au lycée, qui maintenant sont au collège et au lycée et qui évoluent dans un monde neuroatypique. Et puis, on a beaucoup d'étudiants qui arrivent à l'université. Je vais y réfléchir avec Jennifer. On va voir pour. Non, c'est intéressant. Là aussi, peut-être un kit de survie pour étudiants. On sait que c'est difficile, tant aussi parce que euh, les amphithéâtres, les groupes de TD, basculer d'un campus à l'autre, les salles, le manque de, enfin voilà, le manque de connaissance de l'ensemble des professionnels, ça c'est un frein à l'intégration. Puis gérer son quotidien, hein, faire ses courses, faire sa lessive, aller prendre le bus, le tram, etc. Donc on peut y réfléchir. Oui, et Et justement, pardon. si je voulais rajouter un point, c'est d'ailleurs, là, il y a aussi de la demande pour les parents de jeunes adultes, hein, pour l'accompagnement des parents de jeunes adultes, parce que ils ont aussi justement, ils se retrouvent face à encore de nouveaux défis dans la transition à l'âge adulte. Et c'est vrai il y a ce questionnement. Là, pour le coup, on est focalisé sur les parents d'ados, mais c'est vrai qu'il y a une demande déjà aussi que j'ai pu entendre par rapport aux parents de jeunes adultes, hein, ou d'adultes, tout court. Mm. Oui, et justement, Brenda qui posait cette question nous dit que le besoin est criant en tant que coach, donc elle est coach, vers l'autonomie et la séparation avec les parents. Mm. Est-ce que vous voulez décrire rapidement ce qu'est le programme Atypi Friendly? Alors, Atypique Friendly, c'est pas un programme au sens où là, on vous les a présentés d'entraînement aux habiletés parentales. C'est je sais pas vous dire, c'est une action du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je crois que c'est le MESR qui finalement, suite aux préconisations, aux recommandations qui ont été faites pour l'inclusion et la participation sociale des jeunes adultes, font qu'il y a un gros programme qui est dédié aux universités et les universités s'engagent avec Atypi Friendly à former les professionnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'avoir des dispositifs qui favorisent l'inclusion des jeunes autistes à l'université. Donc, on pourra mettre dans le chat peut-être la référence Atypi Friendly. Il y a des ressources qui existent que vous pouvez aller chercher. Et c'est Bertrand Montubert qui s'occupe de ce programme. Super, merci beaucoup. Si je puis rebondir du coup sur ce qu'évoque Brenda sur vers l'autonomie et la séparation avec les parents, en fait, c'est vraiment, finalement, on se rend compte que c'est ça, nous, c'est accompagner les parents dans leur rôle, et ce rôle comme parent, il évolue au long de la vie. Et de fait, c'est le cas pour tout parent. Moi, j'accompagne beaucoup de parents d'ados qui présentent, c'est un peu difficile. Voilà, cette quête identitaire qu'on a chez les ados. Tout venant, bah voilà, c'est aussi la quête identitaire des ados autistes et c'est quoi mon rôle de parent d'ado et c'est quoi finalement être parent d'un jeune adulte. Je suis toujours son parent, mais voilà, où est-ce que je me positionne? Donc c'est vrai qu'on a cet accompagnement, on peut le faire tout au long de la vie. Mm. Ouais. Et est-ce qu'il y a certains prérequis à avoir avant de commencer à SPI? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des séances préalables ou est-ce qu'ils ont certains prérequis à avoir? Alors, qui les parents? Les parents, oui. Pardon, je savais pas si c'était les professionnels ou les parents. Les parents, en fait, je prends toujours un temps pour vérifier si l'intervention correspond à leurs besoins. Ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les formations sur les programmes d'entraînement aux habilités parentales. C'est que si on veut que le groupe fonctionne, il faut s'assurer que la famille, non seulement ça réponde bien à leurs besoins, qu'ils s'attendent pas
un groupe uniquement d'échange, en fait, d'échange et de parole, parce que là, ils vont être déçus. C'est effectivement, il y a de l'échange, mais c'est aussi beaucoup de réflexion, c'est de la mise en pratique. Donc, il faut vraiment s'assurer que le parent sache bien dans quoi il met les pieds, en quelque sorte. Il faut vérifier aussi avec le parent que est-ce qu'il va avoir le temps, l'énergie pour aussi, parce que malgré tout, c'est des programmes qui peuvent avoir une certaine exigence, hein, parce que ça emmène des changements et puis ça demande du temps. Donc ça, je vérifie aussi toujours avec les familles avant. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a de la préparation des parents pour que ça se passe au mieux, pour que leur expérience au sein d'un programme de ce type-là se passe au mieux. Donc aussi les aider à s'organiser peut-être pour qu'ils puissent être présents aux séances. Ça, c'est aussi important, hein, parce que des fois, les familles ont très, très envie de participer à des interventions de ce type. Elles sont preneuses de beaucoup, beaucoup de choses, mais finalement, elles se rendent compte par la suite que bah, elles vont pas pouvoir venir à deux, trois séances et là, ça perd de son sens. Elles vont pas pouvoir faire les exercices, donc ça perd de son sens. Donc oui, il y a un temps alors ça se fait, je vous rassure, hein, ça se fait en une, deux rencontres, hein, mais par contre, il faut prendre ce temps-là pour éviter qu'après, bah, on se retrouve avec un groupe où les gens ne vivent pas forcément l'expérience souhaitée. Oui. Et Si justement, je puis... oui. Pardon. J'allais rajouter que c'était pour ça que la deuxième diapo qu'on a mise, c'est sur le positionnement du programme dans les différentes interventions. Parce que par exemple, si on a un parent qui est, où on se rend compte qu'on est plutôt dans l'épuisement parental, typiquement, même si justement il y a très envie, on sait d'expérience clinique que ça risque de pas fonctionner et qu'il faut mieux peut-être que le parent prenne un temps pour lui, pour prendre soin de lui, pour pouvoir se remobiliser dans 6 mois. Parce que l'objectif du programme, c'est aussi de favoriser le sentiment de compétence parentale. Et si finalement, nous, comme professionnels, on a fait l'erreur d'accepter le parent en se disant c'est compliqué, mais peut-être que, puis que finalement le parent il n'arrive pas à faire les exercices et qu'il voit d'autres parents autour faire les exercices, progresser, se sentir mieux, le parent il va être encore plus anéanti, quoi, parce que lui il va se sentir encore plus en échec et c'est un peu de notre responsabilité. Oui. Et il y a combien de parents en général par groupe? Vous allez jusqu'à combien C'est 5 familles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir jusqu'à 10 parents. Alors, pour être très honnête, j'ai pas forcément eu à chaque fois dans les deux groupes 10 parents. Oui. Et donc, c'est pensé pour justement qu'il y ait 5 familles au maximum, par Ouais. contre. Et Brenda précise que justement, ça peut être d'autant plus compliqué s'il y a une fratrie avec plusieurs profils différents. Oui. Euh, Alors, c'est vrai que j'ai eu une situation où ben, c'était assez intéressant. Les parents avaient un jeune, le grand ado, qui était autiste et un plus jeune qui n'avait pas d'autisme, hein, mais qui avait 12 ans et en fait qui avait très envie de participer au programme parce qu'il a vu que voilà, son frère, ben, il avait des supports sympas. Et donc c'est vrai on a proposé par exemple, ben, si vous voulez, c'est tout à fait, vous pouvez adapter en fait les supports aussi au frère qui est un peu plus jeune, mais qui rentre, qui a 12 ans, donc qui rentre tout à fait dans cet âge-là. Donc ils ont vraiment fait quelque chose de familial. Donc c'est possible aussi, hein, quand il y a une fratrie, c'est juste que ça demande plus de travail. Et il faut le savoir. Et d'ailleurs, par rapport au support, est-ce que c'est uniquement des supports papier ou il y a aussi, je ne sais pas, des choses dématérialisées? Est-ce que c'est vraiment incarné concrètement en papier ou est-ce que format Word ou je sais pas? Ah, bah, c'est en PDF, donc voilà, moi par exemple en visio, bah, j'envoie les Mm. supports et par contre en présentiel, j'imprimerai les supports. Voilà, mais il n'y a par contre pas de vidéo, il n'y a pas Ouais, choses comme ça, c'est vraiment plus des fiches. Mm. d'accord, Par merci. contre, les parents peuvent tout à fait imprimer et c'est vrai que
On aime bien dans les groupes que les parents prennent des notes. Voilà, ça fait partie, comme le disait Jennifer, c'est pas un groupe de parole. Donc, il s'agit de prendre des notes, faire le suivi, etc. Et de même que pour les carnets, on le voit dans nos interventions, hein, les parents, ils remplissent, ils arrivent, ils disent, je fais mes exercices. C'est que c'est quand même intéressant d'avoir, alors ils peuvent le faire sur leur tablette, hein, s'ils ont une tablette, mais voilà, ça peut être complètement dématérialisé ou pas. Mais je ne sais pas toi ce que ça donne sur ton groupe, mais en général, ils aiment bien imprimer pour faire Ah oui, oui. les exercices, ouais. Oui, et puis comme je suis quelqu'un de très organisé qui envoie évidemment toujours bien en avance, c'est ironique, bah, j'ai droit beaucoup de fois à des emails, voilà, on a besoin d'imprimer. Donc oui, oui, non, j'entends souvent cette phrase. Et c'est à quelle fréquence les séances? Comme dit, dans l'idéal, toutes les 2 semaines. Après, ben, faut voir en fonction des vacances scolaires. Donc, il y a des séances où si jamais on peut faire qu'une semaine, mais il faut vérifier qu'il n'y ait pas de pratique. C'est plus des réflexions, souvent les premières. Et puis, des fois, ça peut être au maximum 3 semaines entre deux séances, mais c'est pour coller par rapport aux vacances scolaires. Peut-être un point que je suis en train de constater, c'est que ASPI, il vaut mieux le mettre en place à l'automne. Parce que là, j'ai remarqué avec les deux groupes où j'ai eu la bonne idée de démarrer en février. Et là, en fait, on se retrouve dans les examens des jeunes. Et là, du coup, très clairement, les jeunes n'ont pas l'énergie pour pouvoir gérer à la fois les exercices et puis, par exemple, participer par le carnet de l'ado. Là, pour le coup, même les parents peuvent être un peu freinés aussi parce qu'ils vont pas demander plus de choses à leur ado. Donc, c'est vrai que ça, c'est maintenant le petit truc que je réalise. Il vaut mieux pas que ça soit juste à une période d'examen. Donc, plutôt laisser passer la rentrée, pas en septembre, mais à partir de l'automne, Voilà. pour que ça laisse le temps de faire toutes les séances. D'accord. Sophie nous demande si ce sont des groupes fermés ou est-ce que des parents peuvent rejoindre en cours de programme. C'est des Fermé. fermés. Voilà. En fait, il est conçu comme d'autres interventions qu'on a dans l'ABC, mais c'est aussi le cas des groupes Barclay. Il y a vraiment le fait que les séances, les contenus s'appuient les uns sur les autres. Euh, Ça, c'est important. Il y a un cheminement du parent et il y a des choses qui s'appuient les unes sur les autres et arriver, voilà. Et ce qui fait aussi la puissance d'un groupe, c'est le fait d'apprendre à se connaître. Donc, si on a des parents qui arrivent une fois de temps en temps, ça perd je sais pas, en transparence aussi, le fait de se connaître, en partage. Mm. Oui, en termes de cohésion du groupe, à mon avis, il doit y avoir des choses qui se passent. Ah oui, oui, énormément. C'est très fréquent que, bah, généralement, dès la deuxième rencontre, les parents me demandent les emails des autres ou voilà, de pouvoir. J'ai laissé la salle, vu que c'était en visio, une salle ouverte où ils pouvaient se rejoindre au besoin. Donc, il y a eu des parents qui se sont contactés entre les rencontres. D'accord. Autre question de Brenda. Est-ce que vous connaissez des programmes de mentorat? Moi, j'ai vu la question et non. Oui. Ma réponse, ma réponse est non. Voilà. Je laisse répondre. Oui. Et moi, je me demandais aussi justement, est-ce que justement la place des frères et sœurs, on en a déjà parlé un petit peu, mais des autres peut-être aidants comme les grands-parents, s'il y a des oncles et tantes assez, je sais pas, très investis dans l'accompagnement des ados, est-ce qu'il y a une place spécifique? Est-ce qu'on en parle à un moment ou est-ce que ou pas plus que ça? Alors, on en parle parce que la première rencontre, c'est une rencontre où on présente la famille. Donc, la famille comme la personne le vit, hein. C'est-à-dire que les parents vont présenter leur famille, l'ado, s'il le souhaite, va présenter sa famille. Donc à ce moment-là, oui, oui, il y a la possibilité de parler des grands-parents. Maintenant, la participation des grands-parents, par exemple, à un groupe comme celui-ci, ça serait vraiment discuter
de manière approfondie au préalable. C'est pas quelque chose qui est pensé pour de base, hein. Maintenant, dans un autre cadre, j'ai déjà eu le cas où il y a un parent, euh, donc famille monoparentale, qui souhaitait avoir le soutien d'un de ses parents et où ils sont venus à deux, mais ça a été très longuement discuté pour faire en sorte que le parent reste le parent, que ça soit pas le grand-parent qui va prendre les décisions en fait dans ce groupe-là. Il est là vraiment en soutien et pas du tout décisionnaire dans les objectifs, par exemple, ou les actions que les parents peuvent mettre en place, hein. D'accord, merci. Ouais, c'est vrai que l'objectif, c'est entre autres, hein, une de nos variables d'évaluation, c'est le sentiment de compétence parentale. Donc l'idée, c'est un peu comme ça qu'on l'a toujours réfléchi avec Jennifer, c'est redonner aux parents sa place de parent. Donc ça, c'est important. Et on a eu, euh, voilà, Jennifer parle de l'expérience qu'on a. Parfois, ça peut être l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. Et effectivement, quand on a des familles monoparentales, en particulier si on a des mères qui sont, ça m'est arrivé, hein, qui doivent repartir au domicile de leurs propres parents parce qu'il y a une forte précarité économique. Et de fait, les grands-parents prennent une place importante. Ça devient vraiment compliqué d'associer, enfin en tout cas, il faut réfléchir vraiment très finement et longuement à la place qu'on va donner aux grands-parents. Parce que, on peut très bien, très vite se retrouver parfois en difficulté. Il vaut peut-être mieux parfois avoir une séance qui est hors du programme et où les grands-parents sont invités ou un membre de la famille, hein. Ça peut être un parrain, une marraine, quelqu'un de proche, hein, comme vous l'avez dit, Marie, et qui, dans ce cas-là, à qui on présente l'objectif du programme, comment ça se déroule et comment ils peuvent être soutenants pour le parent et l'ado. C'est une très bonne idée, ça. Merci. Question d'Anne-Laure. Est-ce que les familles ont des devoirs à faire à la maison pour appliquer certains conseils, comme dans la plupart des programmes de guidance parentale? Oh oui, oui, oui. Oui, toujours. Toujours. À chaque séance, il y a des choses à faire. Alors, des fois, ça va plus être, surtout les premières, c'est plus réfléchir. Donc, ça va être, par exemple, bah voilà, répondre aux questions que je vous ai montrées au préalable. Qu'est-ce qui rend fier mon ado? Qu'est-ce qu'il aime beaucoup? Ça va être de réfléchir à ses ressources, parce que ça, je ne l'ai pas montré, mais on amène le parent à réfléchir. Il a tout un parcours, hein, le parent. Donc, c'est déjà sur quoi il s'est appuyé comme ressource lorsque son enfant était plus petit. Donc, c'est des exercices de réflexion comme ça, mais à un moment donné, euh, je vous ai parlé de la séance sur l'engagement. Le parent s'engage auprès de l'ado à mettre en place des actions aidantes. Donc, je vous donne un exemple. Alors, souvent, au début, hein, les parents ont tendance à dire, voilà, je vais davantage je vais te faire plus confiance. Souvent, j'ai eu ces exemples où les parents ont pu dire, ben voilà, je m'engage à faire plus confiance à mon ado. Alors après, par contre, on essaye juste un petit peu de rendre les choses plus concrètes pour être sûr que ça reste pas quelque chose de vague et finalement de mal perçu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, faire confiance à votre ado? Ben, je vais plus l'écouter. Là, il veut faire un voyage, il veut faire ci ou ça. Je vais prendre plus en compte ses envies. D'accord? Ben, comment vous allez le faire? C'est-à-dire, est-ce que vous allez prendre un temps de discussion avec lui? Voilà, on essaie de rendre ça concret. Mais du coup, après, c'est pour qu'il puisse rentrer chez lui et le faire. Donc Oui. oui, il y a des exercices. Céline, vous vouliez peut-être partager un document. Je crois que Jennifer, vous devez arrêter de partager le vôtre. Ok. Si tu es OK, Jennifer, c'est pour présenter, tu vois, les petits exemples qu'on peut avoir. Oui, bien sûr. Si... Oui, oui. Alors, attends, hop. Et pendant que vous le mettez, je relais la remarque de Brenda, effectivement, qui nous dit que les difficultés sont amplifiées si les parents sont eux-mêmes TSA sans DI et qu'ils n'en sont pas conscients. Et que parfois, ils démissionnent et prennent des accompagnants pour faire à la place.
Euh, Dis-moi. Ça, c'est un point, je vais me permettre d'en parler pendant que Céline cherche le doc. On a eu, là, dans les deux groupes que j'ai pu faire, il y a eu des parents autistes eux-mêmes, hein. Et donc, c'est vrai que ce qui a été difficile pour eux, c'est le côté assez chamboulant. Ils ont pu dire que des fois, il y a eu des émotions un peu difficiles à vivre. Mais après, on réfléchit avec eux. Donc, j'avais une personne, elle m'expliquait, ben, des fois, je vais couper la caméra, hein. Comme ça, je vais pouvoir un peu reprendre. Et par contre, on sait qu'il peut y avoir une probabilité assez importante qu'il y ait des parents qui aient eux-mêmes de l'autisme et donc aussi des difficultés à faire les exercices. Parce que faire des exercices, ça veut dire planifier, ça veut dire savoir comment faire, etc. En fait, on va accompagner ça. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas trop mis en avant, mais on va faire particulièrement attention à ça. On va vraiment réfléchir, OK, quand est-ce que vous allez le faire? Comment? Et quand les parents reviennent la séance suivante, on demande est-ce qu'ils ont pu le faire ou pas? Et s'ils n'ont pas pu le faire, c'est pas dans un jugement, ça va être de réfléchir qu'est-ce qui a été un frein. On reprend la matrice quelque part, hein. Qu'est-ce qui vous a freiné en fin de compte? Euh, donc on accompagne ça. Le fait d'avoir que les parents aient eux-mêmes de l'autisme, pardon, n'est absolument pas un frein à la participation. Oh, merci. J'ai Alors, juste mis voilà, un petit exemple, je pense que vous le voyez, hein, c'était la séance 1 avec notre famille, justement. Puis vous voyez qu'à gauche, on a le carnet du parent et le carnet de l'ado, parce que chacun peut répondre à cette question. On va retrouver ici voilà, les membres de la famille. Alors vous voyez, par exemple, il y a les chiens, les chats, mais ça, voilà, j'ai eu ça, hein, et le chat fait partie prenante de la famille et c'est important, hein, parce qu'en plus, ça peut être le chat de l'ado. Voilà. Et puis on va retrouver des exercices comme la présentation. Donc activité 1.4, ça veut dire que c'est l'activité à réaliser sur la première séance, hein. Ça veut dire que, vous voyez, tout est préparé et on va avoir ce que mentionnait Jennifer, les activités préférées. Et donc il y a la liste, hein, on va pouvoir. Oui, ça c'est sur le carnet du parent. Alors là, il y a qui était mon enfant? Parce que on se rend compte, et chez les parents d'ados typiques, j'ai les mêmes réflexions, c'est-à-dire que les parents parfois ils ont pu vivre de très beaux moments avec leur enfant quand il avait 5 6 7 ans, une forte proximité et le détachement, parce que justement, il y a cette autonomisation à l'adolescence, il y a un peu d'ambivalence quand même. On aimerait bien retrouver ces mêmes moments et c'est un petit peu parfois difficile. Donc c'est cette idée de comment je deviens parent, c'est vraiment ça d'un ado. Et c'est voilà, comment je me retrouve, j'étais parent d'enfant, je redeviens parent d'ado. Donc voilà, vous voyez les petits carnets euh, qu'on retrouve avec, parce qu'on ne fait pas comme si le passé n'était pas là, un souvenir avec mon enfant plus jeune et une projection, justement. Voilà, c'est plutôt que rester sur ce souvenir qui, du coup, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Jennifer, mais parfois devient presque douloureux parce qu'il est il a été tellement beau pour le parent et qu'il aimerait retrouver ce même souvenir. Voilà, on essaie de se voir, bah, ça pourrait être quoi, quelque chose à l'avenir qui fait que c'est chouette pour vous. Donc voilà, ça, ce sont des exemples d'activités qu'on va pouvoir retrouver. Euh, et vous voyez, les premières, je trouve toujours alors on a progressé, je veux dire, Jennifer et moi, depuis 15 ans, c'est-à-dire sur comment on accompagne le parent. C'est aussi, on fait faire au départ des activités qui sont peut-être moins, elles sont moins, l'exercice à faire, il est moins auprès du jeune en fait. Il est à faire avec le jeune, mais c'est aussi revenir sur mes propres souvenirs, sur qui je suis, etc. Donc ça demande de l'engagement, mais c'est moins du... Si on leur demande tout de suite à la séance 1, on va aller faire des trucs direct, c'est un peu compliqué. Là, voilà, on est sur ce type de choses, on avance petit à petit. L'engagement parental n'est pas le même au fur et à mesure des séances. D'accord, merci. c'est vraiment le lien, pardon, c'est vraiment le lien qu'on va mettre en avant dans les premières séances, le lien entre le parent et l'ado. C'est très important, c'est vrai. Mhm. Et justement, il y avait une question sur que contiennent les carnets, mais c'était un exemple qu'on a vu justement. Je Là. les diapos, les carnets, en D'accord. fait, après je peux peut-être, si on a du Ouais, temps, vas-y.
Oui, on Peut-être. a 1 minute encore, donc c'est bon. Je cherche. Attendez. Euh, Du coup, j'en profite pour répondre à la question, qu'en pensez-vous qu'il sera possible en tant que professionnel de se former au programme ASPI? Et bah, vous pouvez nous suivre, on l'annoncera sur les réseaux. Et je pense, Je disais juste à Jennifer, j'ai le carnet séance 1 si tu veux. Ah, bah, je l'ai. Ah, Attends. vas-y, alors. a priori, ça sera octobre, enfin, pas, non, pas octobre, à l'automne, des À dates, l'automne, ouais, c'est ça. À l'automne pour le premier. 2024. Donc voilà, ça c'est par exemple le carnet du parent pour la première séance. Bon, voilà, il y a le descriptif. Et en fait, il y a des exercices qu'on fait en séance même et d'autres qui vont continuer à la maison. Donc ça, c'est notre famille, voilà. Après, c'est donner une caractéristique de chaque membre de la famille. En C'est fait, ça. ça rejoint ce que je vous ai montré juste avant, ce qui était le PowerPoint en séance, qui est complété et le parent va partir avec... enfin, Jennifer l'a envoyé ou je vais envoyer le document. Oui. Donc voilà, là c'est un peu d'histoire qui était mon enfant. Je vous le fais assez vite, hein. Vous voyez, en fait, nous on présente le diaporama, mais les parents ils ont ça sous les yeux, ils remplissent ça. Difficultés et ressources, un souvenir important avec mon enfant, C'est ce que je vous ai montré sur la diapo qui était juste avant. Mhm. projection à 20 ans, hein, quelle relation je souhaite avec mon enfant plus tard. Ça c'est compliqué. Et puis après, la présentation de l'ado, elle est faite un peu comme ça. Il y a les questions et puis les parents peuvent noter, voilà, qui est mon ado. Et il y a encore, il y a pas mal de supports, hein, mais là, c'est parce qu'on en fait en séance et puis d'autres qui sont des exercices à la maison. Les exercices à la maison, par exemple, là, ça va être de pouvoir noter, par exemple, sur la communication sociale, quelles étaient les caractéristiques de mon enfant et quelles sont les caractéristiques de mon ado, là, aujourd'hui. Donc, pour chaque atelier, vous avez un diaporama, vous avez un carnet du parent, vous avez un carnet de l'ado, et nous, on travaille aussi sur le carnet de l'animateur pour que ça soit facilement implantable pour n'importe quelle personne qui a eu la formation. Voilà. Super, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter. Un grand merci à vous deux pour cette présentation très claire et très riche de ce programme. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le constater, sur un nouvel horaire, pour essayer d'avoir un petit peu plus de monde plutôt qu'en soirée. Prochain 30 minutes avec, prévu le 6 juin, donc la semaine prochaine, avec Hugo Père. Merci à vous, bonne journée. Au Merci Merci, au revoir. beaucoup. Merci à vous.